Punkini, très très bien. Voilà, mais ça ressemble quand même à un truc, ça ressemble à Combini. Je sais pas si t'as attention avec ça. Justine, c'est du punk rock qui va à fond la caisse, c'est toujours la même chose. C'est des petits bourgeois de merde. 4 mecs blancs, On comprend rien au texte. cisgenres, hétéros. Ils font leurs petits rebelles de merde avec leurs petits punks de merde. Il y a un tiers des morceaux ramenés par Fabien, un tiers par moi, je pense, et un tiers où on compose tous ensemble. Principalement Olivier et moi, parce que je suis à la basse et lui à la guitare, donc ce sont des instruments qui procurent des mélodies. De temps en temps, Alexandre avait un riff buccal, et de temps en temps, Fix aussi à des idées d'arrangement pendant qu'on compose. Je crois que souvent la musique est arrivée avant les textes. Sur le dernier album, tout est arrivé à peu près en même temps, je crois. Ou alors plutôt les textes un tout petit peu après, mais en tout cas le chant arrivait avec la musique. Donc il n'y a pas de règle, si ce n'est qu'on a essayé de la changer, cette règle qui n'existe pas, sur le dernier album. Non, Tu as su dégager un schéma récurrent. non. Néanmoins, je crois que c'est pas pour bientôt. Sauf si bientôt, c'est bientôt à l'échelle du temps de la création de l'univers. Parce qu'on a du mal à remettre le pied à l'étrier. Le confinement n'a pas été spécialement propice à la créativité. Où là, du coup, c'est dans quelques secondes à cette échelle-là. Mais sinon, Olivier cependant a 2-3 riffs bien cool, 2-3 compos bien cool sous le manteau en ce moment. Donc pour l'instant, lui, il est sur une bonne lancée. J'ai commencé à faire des compos, mais voilà, on n'a rien bossé tous ensemble, donc on verra bien. Je peux pas te donner de date. pas tout de suite. Et bah quand j'étais plus jeune, les productions des labels Dialectic Records sur Nantes et Combat Rock dans l'est de la France. Maintenant, mainstream, Joule, Yana Kimura. Moi, clairement, j'ai pas d'influence PKRK, même si je reconnais tout le génie d'un groupe comme PKRK. Mais oui, NoFX, je suis pas hyper curieux, j'écoute pas énormément de choses, mais NoFX, c'est clairement la grosse tartine. La façon de jouer la basse de NoFX, de Fat Mike me fait rêver tout simplement, m'a énormément inspiré. J'ai à peu près tout pompé ce que je pouvais pomper sur sa façon d'aborder la basse. Plus que Rancid, Rancid c'est tellement difficile que j'ai eu la flemme d'aller jusqu'à un niveau de Matt Freeman, mais la gestion de Fat Mike, de ses mélodies, est incroyable. Je pense que c'est clairement la plus grosse influence de punk rock à tout jamais pour moi. Moi, je viens plutôt, en termes d'influence, du rap quand j'étais adolescent, du rap français. IAM, NTM, Doc Gineco, Passy, Mafia Tressé. Des trucs américains du type Cypress Hill ou anglais de type Gunshot. Après, j'ai écouté beaucoup de néo-metal pour faire le pont entre le rap et le rock parce que j'étais batteur et que j'avais envie j'avais envie de faire de la musique avec mon instrument en fait, et je me suis aperçu que dans le rap il n'y avait pas de batteur. Donc je suis venu au néo-metal, donc Limp Bizkit, Slipknot, des groupes comme ça, et puis après j'ai été vers le metal extrême, des trucs de grind, des trucs de black, de death, Black Dahlia Murder, je sais pas, Napalm Death. Tout ça, voilà, mes influences c'est plutôt ça. Puis après dans le punk rock, je suis revenu vers des trucs genre tout ce qui était Guerilla Assault. En fait, j'ai découvert le punk rock avec en côtoyant les mecs de Justine et puis en côtoyant toute la sphère Guerilla Assault. Donc c'est à peu près ça mes influences punk rock avec NoFX et puis un petit peu de Dead Kennedys. Parce que c'est un logo pratique pour s'asseoir. La chaise, moi, c'est un logo qui me plaisait bien parce que je suis quelqu'un qui supporte difficilement la station debout. J'adore être assis. Je me rappelle, on devait être en 2009 peut-être, déjà un peu ivre dans le camion avant d'arriver à un concert sur Sainte.
On était avec chatbd.com dans le camion et on cherchait l'idée du tatouage le plus stupide, le plus absurde, celui qui n'évoquait rien, celui qui était vide de sens. Et je crois qu'il y avait un croustibat, un chocos et une chaise. Et finalement, la chaise est restée 1 ou 2 ans plus tard quand il s'est agi de se faire tatouer en pleine nuit par Lolo Comics. Désolé si je t'ai balancé, Lolo. Finalement, une chaise a été tatouée sur le flanc d'Alexandre Vaillant. Bien tatouée, ça dépend des critères. Peut-être qu'Alexandre pourra montrer cette fameuse chaise pendant sa séquence d'interview. Alors on attend impatiemment une nouvelle vidéo d'Alex sur YouTube, moi aussi. Néanmoins, je pense que le plus à même de répondre à cette question hyper importante, c'est Alex en personne. Oui, la chaîne vidéo YouTube, j'ai décidé de lever le pied un petit peu là, ça me prenait beaucoup de temps. J'ai quand même produit pas moins de 2 vidéos de 15 secondes en 2020. Et avec là, le boulot, les enfants, la famille, tout ça, je trouvais plus le temps et voilà. Et bon, j'en ai fait une là dernièrement sur les vidéos Netflix, mais que je fais circuler un petit peu sous le manteau, mais que j'ai pas mis en ligne. Voilà, mais je pense que sur 2021, de toute façon, je comptais lever le pied un petit peu. Salut, c'est Alex, bienvenue sur ma nouvelle chaîne vidéo YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le coronavirus, qui est un virus qui est parti de Chine et qui s'est répandu dans plein de pays différents. Un virus qui est très dangereux et qui oblige notamment beaucoup de gens à rester chez eux pour se protéger de ce virus. Par exemple, pour prendre un exemple, moi en ce moment, je suis confiné, je reste chez moi, par exemple. Je pense qu'Alex va répondre sérieusement à cette question très importante. Grâce au texte d'Alexandre, je peux me sensibiliser à tous les thèmes qu'il aborde. Ça fait moi quelqu'un de un peu moins con qu'avant Justine. Je pense que Justine me fait du bien sur ce point-là. Elle est intéressante cette question parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur les études de genre, d'écrits des coloniaux qui font référence à des auteurs des années 70 comme Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, qui problématisaient et qui interrogeaient ce rapport de la société à la folie. Dans les années 70, il y a eu toute une émergence quand même. On pourrait citer le groupe Marge, le groupe Information Asile, les revues Garde-Fou, les Nouveaux Cahiers pour la folie, qui faisaient apparaître enfin la voix et le point de vue des personnes psychiatrisées elles-mêmes. C'est-à-dire que on s'en tenait plus seulement au savoir produit par la science, que ce soit la psychiatrie ou les psychologues, mais du coup c'était les personnes elles-mêmes qui donnaient leur avis sur la question des traitements, la question de leur exclusion, de leur propre exclusion. Et voilà, c'est ce mouvement-là, des personnes directement concernées qu'il faut continuer d'encourager. J'ai l'impression qu'il y a un peu de débat qui commence à naître autour de ça, notamment à travers Moi je suis un compte qui s'appelle C'est quoi cette insulte, je crois, sur Instagram, qui explique en quoi les insultes sont oppressives et permet de réfléchir un petit peu autour de ces insultes-là. Et je crois qu'il y a quelques posts autour des insultes, t'es fou, t'es taré, t'es un débile mental, des trucs comme ça, qui permettent de créer le débat justement autour de ces discriminations-là. Mais peut-être qu'effectivement on parle moins de ces discriminations. Je sais pas si c'est par rapport au fait que les personnes qui souffrent de ces discriminations ont moins de possibilités ou de se définir elles-mêmes comme discriminées. Je ne sais pas. Oui, ce qui est intéressant avec le page et l'éducation populaire en général, c'est qu'elle part du principe que toute personne a une expérience qui a de la valeur et peut devenir un savoir qui peut se transmettre. Et ça rejoint un peu la question que tu posais précédemment par rapport à la prise de parole des personnes psychiatrisées. On peut aussi partir du principe qu'un savoir populaire peut émerger de l'expérience de chacun à condition de se réunir et d'en témoigner et d'essayer de problématiser son expérience vécue, sa vie quotidienne, que ce soit au niveau de son travail, au niveau de sa relation familiale, amicale, etc. Et puis j'aime aussi beaucoup la manière dont il a fait apparaître aussi la figure de Bernard Friot et comment Friot problématise l'économie actuelle et ces petites institutions communistes qui restent au sein de l'État après la Deuxième Guerre et tout ce qui a mis en place Croizat avec l'État social et comment en essayant d'étendre ce principe-là de manière plus générale on pourrait arriver
des formes beaucoup plus égalitaires au niveau de l'organisation de la société. Je travaille pour une association d'éducation aux médias à Nantes qui utilise pas mal d'outils d'éducation populaire. Du coup, je me suis un peu intéressé à Franck Lepage à travers mon taf, justement en regardant une ou deux de ses conférences gesticulées sur l'histoire de l'éducation populaire. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une vidéo là qui s'appelle l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, qui dure 3-4 heures je crois, ou 5 heures. J'ai trouvé plutôt intéressante. Le principe de la conférence gesticulée, moi, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Je crois que d'ailleurs, il est un peu vrillé sur les derniers temps, là, un petit peu, pas complotiste, mais je sais pas quoi, mais il y a un truc pas net avec le coronavirus, je crois, avec Franck Lepage. Et puis l'éducation populaire n'est pas un instrument fondamental. Ouais, si, moi je trouve que dans l'EduPop, il y a beaucoup de choses pour réfléchir ensemble à plein de problèmes, et donc à s'organiser, à débattre d'une manière plutôt paisible. Je trouve ça intéressant de mettre de l'éducation populaire un peu partout. Et ben, je joue sur une guitare avec 6 cordes et un ampli qui est là. Voilà. Avant, je jouais sur un Softec Mix100 que une bande de fours à merde nous a volé il y a maintenant plus d'1 an. Voilà. Je suis en colère. Je joue sur une Rickenbacker. Une Rickenbacker que j'ai chopé une Rickenbacker de 78. Gros coup de foudre que j'ai chopé avec le crew Ultra Vomit. Et je joue sur un SVT classique et son gros 8-10 bien lourd, et je prends une pédale de compression EBS Multicomp. Voilà, tout ça en fait, donc la Rickenbacker, gros coup de chance, je l'ai acheté parce qu'elle était sous mon nez, et le reste j'ai piqué sur le stack de Koj de Guérilla à l'époque, où je m'étais dit, avant j'étais guitariste dans Justine, mais quand je suis devenu bassiste, je me suis dit que le son de Koj était cool, et je lui ai dit, t'as pris quoi? Il m'a dit, j'ai ça. Et du coup, j'ai pris la même chose. Je joue avec une batterie, des baguettes et des cymbales. Alors pour les textes plutôt pique, bleu ou noir, et puis l'ordinateur aussi, enfin le clavier, et puis l'écran aussi. Une double pédale parce que je suis nul à la grosse caisse. Et depuis 3 ans, là, ça y est, j'ai enterré mon ego et je me suis dit que voilà, j'allais faire des tout avec la double parce que j'étais trop nul. Sur scène plutôt balèque, voilà. En général j'ai la voix qui pète dès le premier soir, et puis après je prends de la cortisone. Et ben, figure-toi que maintenant, des fois, en tout cas pour ma part, je me chauffe la voix parce que je chante comme une merde. Moi je mets un short et un t-shirt. Voilà, c'est mon rituel parce que sinon je sue et j'aime pas jouer en pantalon. J'aime pas porter les affaires dans lesquelles j'ai joué après parce que ça colle. Ouh, c'est un espèce de gros balèque. Déjà, j'ai l'impression qu'on fait plus de concerts, hein, confinement, donc je sais même plus ce qui se passe. Non, le rituel, c'est d'installer son matos dans la sueur du bar, dans le gros bordel, puis d'essayer de commencer plus ou moins à l'heure. Si, moi, mon rituel, c'est de poser les setlists au pied de tout le monde avant qu'elles soient crustées par la bière ou l'eau. Et avant, j'avais un rituel, je buvais toujours une bonne gorgée de bière pendant ma petite pause du pari même. Mais maintenant que je ne bois plus d'alcool, je bois avec ma petite gougourde de Quechua de Décathlon. La solidarité. Alors je dirais 2 choses pour définir le punk rock: une certaine sensibilité à la question du politique et du second degré, un côté clownesque. Du décalage. L'humilité. Une musique qui sait à peu près qu'elle n'a pas beaucoup de valeur et qui reste à sa place, qui n'est pas forcément arrogante, qui part du principe que tout est à peu près pourri et qu'on va s'en contenter musicalement, même si des fois on essaie d'être content de nous. Ça reste une musique simple, le punk rock, je trouve. Simple et humble. Au travers de mon vécu, dans cette scène hexagonale, je trouve que la valeur, c'est la valeur du collectif, qui pour moi a beaucoup changé ma façon de voir les choses. Je suis quelqu'un qui fait très peu confiance à très peu de personnes, voire à personne, et cette idée du collectif, cette idée du plateau, cette idée de faire les choses à plusieurs est quelque chose qui m'a, à mon avis, rendu un peu moins con. Oh
bah, en général, dans les frigos, que ce soit dans les conserves ou chez les gens, on va souvent trouver de la quéquenne. Et ben, la croc chaude. C'est la vieille croc chaude. Moi, je dirais la quéquenne. En canette. Et en Belgique, la Jupiler. La Jupiler parce que c'est belge et que la Belgique c'est très punk rock. Parce que souvent c'est très très mal rangé. C'est loin, il fait froid, c'est pas très agréable la Belgique, donc je sais pas. Respect, hein, amitié aux Belges. J'aime bien les Belges, mais ça me fait chier d'aller en Belgique. Je suis en train de perdre mes cheveux là. On m'a jamais demandé pourquoi j'étais en train de perdre mes cheveux. Moi on m'a jamais posé la question de mon avis sur God of War 4. C'est pas ce que je cherchais. Je joue quand même, je continue à jouer sur God of War. Mais j'ai l'impression qu'ils ont cassé God of War. Quoi. Pour tuer un ennemi, t'as pas le geste, t'appuies pas sur le bouton. Il y a toute une cinématique à chaque fois que tu tues un ennemi, il n'y a pas trop de géants avant un tiers ou un quart du jeu, là, ou la moitié du jeu. T'as un enfant dans les pattes. Là, je suis un peu fâché contre God of War, mais je pense que je vais le finir, et puis à la fin de l'interview, quand je l'aurai fini, j'aurai changé d'avis. Mais là, actuellement, je suis pas convaincu, quoi. Voilà. Ah ouais, putain. Non, tout le monde s'en branle un petit peu de Justine. C'est bien normal.